Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de révision pour le bac 2017. Alors, nous allons parler ensemble aujourd'hui d'un thème qui concerne les ES et les L évidemment, thème très important sur les idéologies et les opinions en Europe depuis la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. On va commencer en évoquant le socialisme, le communisme et le syndicalisme en Allemagne depuis 1875, c'est un thème et un sujet précisément qui est souvent perçu comme difficile par les élèves parce qu'il est assez éloigné de ce que votre culture ou de ce que vos habitudes vous amènent à connaître précisément. C'est pour ça qu'on va essayer d'être très efficace et en 10 minutes ou un peu plus de 10 minutes, on va essayer de trouver les solutions à vos problèmes et de vous permettre de réussir ce bac dans les meilleures dispositions. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec donc un petit sommaire de cette vidéo sur le socialisme, le communisme et le syndicalisme, pardon. On va commencer avec une petite réflexion sur l'essentiel du sujet, la problématique centrale. À côté de ça, on va développer des définitions simples et claires des différents termes que vous devez connaître pour avoir une bonne note. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, une rapide lecture chronologique pour se refixer en tête et être bien certain des différentes évolutions qui ont marqué l'Allemagne durant cette période. Et enfin, comme d'habitude, des astuces, des petits bonus, des erreurs à éviter afin d'être certain de maîtriser pleinement le sujet et d'avoir tous les points le jour du bac. On avance donc et on commence avec l'essentiel sur ce sujet. La première chose qu'il faut comprendre, c'est la problématique centrale, c'est-à-dire pourquoi on a choisi de vous mettre ça au bac et qu'est-ce qu'il va falloir mettre en avant, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en valeur pour faire plaisir au correcteur, obtenir la meilleure note et passer un bon été. L'idée générale ici de tout le thème, c'est une réflexion sur la place des idéologies, la place de l'opinion publique aussi dans les sociétés européennes en général, même si c'est axé ici sur l'Allemagne, et ça peut aussi être axé sur la France. En fait, le questionnement il est double. L'idée ici c'est de se dire, d'une part, en quoi le développement du socialisme, le développement du communisme et le développement du syndicalisme, notamment ouvrier, reflètent finalement les évolutions de la société allemande. C'est un pays qui est particulièrement remarquable durant cette période. En quoi ces différentes idéologies, ces différents mouvements, ces différentes organisations reflètent l'évolution de la société allemande. Et dans un deuxième temps, et c'est là que cette dualité elle est importante et que vous devez la maîtriser, en quoi ces différents mouvements, ces différentes idéologies ont influé, ont joué un rôle, ont été un vecteur des évolutions de la société allemande. Donc d'une part, ça reflète ce qui s'est passé, et d'autre part, ça montre bien la participation de ces mouvements à la société allemande telle qu'elle a été, telle qu'elle a évolué entre 1875 et aujourd'hui. Pour bien comprendre ça, il faut distinguer les trois termes qui sont mis en valeur par le sujet. Le premier terme ici, c'est le terme de socialisme. Alors le socialisme, c'est une doctrine politique, c'est-à-dire une clé de lecture du monde, une manière de penser le monde et de vouloir l'améliorer. Et cette lecture socialiste, qui précède la lecture communiste, elle reposait sur l'idée que si on donnait finalement la propriété collective des moyens de production, c'est-à-dire si vous êtes dans une entreprise et que vous avez une machine et que vous avez, j'en sais rien moi, n'importe quoi, une machine à fabriquer des chaussures, cette machine, on pense que si elle appartenait à toute la communauté et pas à celui qui possède l'entreprise, eh bien on aboutirait à une société égalitaire. L'idée du socialisme, c'est de mettre en commun les moyens de production pour atteindre une société égalitaire. Sauf que, au sein des socialistes, il y a différentes manières de vouloir atteindre cette fameuse société égalitaire et de vouloir atteindre ça. Vous avez notamment un mouvement, ce mouvement c'est le mouvement communiste. Alors le communiste, là on sort de la doctrine politique parce qu'on sort juste d'une lecture du monde pour entrer dans une volonté de mettre en place cette lecture du monde. C'est bien la différence entre la doctrine socialiste et l'idéologie communiste. Alors cette idéologie, elle est inspirée notamment par les théories marxistes, les théories de Karl Marx. Et finalement, pour atteindre cette société égalitaire, le communisme veut mettre en place une société sans classe, donc où il n'y aurait plus de classe sociale, d'opposition entre les possédants et les prolétaires, ceux qui travaillent chaque jour pour survivre et ceux qui justement ont la propriété des moyens de production. Et pour atteindre ça, les communistes, ils prônent une révolution des prolétaires
suivi par une dictature des prolétaires pour reprendre le contrôle, et enfin un passage vers une société sans classe. Et vous voyez bien, et ça va être un peu l'enjeu finalement de tout ce sujet, que là il y a une distinction importante entre le socialisme qui a un but précis et le communisme qui propose une manière d'atteindre ce but, faire une révolution, installer une dictature du prolétariat et enfin atteindre cette société sans classe qui est une société égalitaire. Dans un dernier temps, il faut évoquer le syndicalisme. Alors le syndicalisme qui va être lié évidemment à ces deux mouvements-là, parce que c'est évidemment le syndicalisme est évidemment une organisation professionnelle qui a pour but de défendre les salariés de l'entreprise, de défendre les membres du syndicat. Et donc forcément, comme beaucoup des membres de ces syndicats étaient des ouvriers et que les théories socialistes et communistes sont orientées vers les ouvriers, on a évidemment un lien et parfois, vous allez le voir, des différences entre ces différents mouvements, entre ces différentes lectures. On a donc une doctrine, une idéologie et une organisation. C'est trois choses à mettre dans des catégories différentes. Pour bien comprendre ces différences, on va rentrer dans le vif du sujet et on va évoquer rapidement évidemment la chronologie du socialisme, du communisme et du syndicalisme en Allemagne. On peut distinguer trois grandes périodes. La première, fort logiquement, elle va de 1875 à 1914, c'est la naissance du mouvement ouvrier. 1875, pourquoi? Parce que 1875, c'est le moment où il y a deux partis politiques différents qui fusionnent en Allemagne, au Congrès, un congrès qui s'appelle le congrès de Gotha, et ils vont donner naissance à un parti, le Parti ouvrier socialiste, le SAP. Ce Parti ouvrier socialiste, c'est le premier à véritablement regrouper une population importante et à vouloir défendre les intérêts des ouvriers. Donc 1875, naissance de ce mouvement ouvrier qui va se développer, qui va évoluer, qui va rencontrer des vicissitudes, vous allez le voir, jusqu'à la Première Guerre mondiale en 1914. En effet, en 1878, il y a un attentat contre l'empereur de l'époque, Guillaume II, et à cause de cet attentat, le SAP, le parti que nous venons d'évoquer, est interdit jusqu'aux années 1890. Alors, à la fin de cette interdiction, en 1891, il va y avoir un congrès important, puisque c'est le congrès d'Erfurt, au cours duquel le SAP, que nous venons d'évoquer, va rester le même, mais changer de nom, et prendre un nom un petit peu plus moderne pour s'appeler le Parti travailliste social-démocrate. Parti travailliste social-démocrate, c'est le SPD, que vous allez évidemment côtoyer que vous avez côtoyé cette année, que vous allez côtoyer pendant les 10 prochaines minutes. Ce parti va progressivement devenir très important en Allemagne jusqu'à remporter les législatives en 1912. Et là, il va y avoir quelque chose de très important, c'est que le SPD va rejoindre ce qu'on a appelé l'Union sacrée en 1914. Ça veut dire que le SPD, alors que le socialisme et le communisme sont normalement une doctrine et une idéologie profondément pacifistes, le SPD va rejoindre l'union avec les autres partis et avec le pouvoir pour mener la guerre, qui sera évidemment la Première Guerre mondiale. On est donc dans une logique où, vous vous en doutez, il va y avoir des tensions très vives au sein du parti. En ce qui concerne le syndicalisme durant cette période, c'est évidemment son développement. Dans les années 1880, le syndicalisme est encore embryonnaire. Vous connaissez le chancelier Bismarck, qui est très important pour l'époque, puisqu'il va, et c'est lui d'ailleurs qui va dissoudre de nombreux syndicats. Il faut quand même citer en 1892 la mise en place de l'AGDB. Alors l'AGDB, pour faire plus simple en français, c'est la Confédération Générale des Syndicats Allemands, qui regroupe quand même 57 syndicats. Mais en fait, Bismarck, ce qu'il avait fait, notamment pendant toute la période d'interdiction du SAP, donc l'ancêtre du SPD, il avait fait passer des lois sociales. Alors, c'est pas tellement qu'il avait un grand cœur ou qu'il avait envie foncièrement d'aider les ouvriers, c'est parce que justement, il voulait couper l'herbe sous le pied de ce mouvement socialiste naissant et garder le soutien de la base ouvrière. On sait qu'à cette période-là, il y a 40% de la population allemande, enfin des travailleurs allemands qui travaillent dans des mines ou qui travaillent dans des usines. Donc il va faire passer dès les années 1870 une loi. Alors 1875, vous avez la caisse de secours pour les ouvriers. 1883, on voit que ça avance, la caisse d'assurance maladie. 1884, l'assurance contre les accidents du travail. Et 1889, l'assurance pour l'invalidité. Important ça, et la vieillesse. Donc on se retrouve dans une situation en 1914 avec des avancées mais qui ont été obtenues plutôt à côté ou en tout cas sans les partis socialistes, enfin le parti socialiste allemand, et donc on se retrouve avec ce SPD qui en 1914 a rejoint l'Union sacrée. Et là le suspense est insoutenable, mais vous vous en doutez, ça va évidemment créer de nombreux problèmes et notamment une division
qui va conduire le SPD à se séparer d'un mouvement politique. Donc on passe maintenant à ce qui s'est passé pendant la guerre en 1914. Plus précisément en janvier 1916, vous avez un groupe révolutionnaire qui s'appelle Spartacus, alors c'est lourd, ou Spartacus en allemand, qui est lourd, c'est lourd de sous-entendus évidemment historiques, qui va être créé par Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, des noms connus, hein, il y a eu un film en plus sur eux récemment, et en 1917, il va y avoir la fondation de l'USPD, qui est donc le Parti social-démocrate indépendant, qui va être rejoint par le groupe Spartacus, dont les membres sont appelés les Spartakistes. Et donc finalement, quand la guerre est perdue par l'Allemagne et qu'il y a une explosion de l'Empire, il y a une proclamation en 1918, dès 1918, de la République. Sauf que cette République, elle est proclamée par le SPD, d'une part, qui pourtant sort un peu discrédité parce qu'il faisait partie de l'Union sacrée, mais aussi par l'USPD. Et on va se retrouver dans un gouvernement finalement avec beaucoup de membres du SPD, hein, qui est un parti finalement plus central et qui regroupe finalement plus de personnes, mais aussi des membres de l'USPD. Les débuts de ce qu'on va appeler la République de Weimar sont marqués par le réformisme. Ça, c'est la lecture du SPD, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la révolution pour atteindre une société égalitaire, on fait des réformes progressives. Mais ça va provoquer un éclatement, une opposition avec l'USPD qui a une volonté beaucoup plus radicale et révolutionnaire. En janvier 1919, les communistes vont tenter une révolution. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1919, l'USPD a disparu, il a été remplacé, donc l'USPD, on se souvient, cette scission du SPD, il a été remplacé par un parti communiste. Donc le nom est extrêmement simple, Parti communiste d'Allemagne, ça fait KPD en allemand. Donc on se retrouve avec deux branches maintenant, mais vous voyez bien qu'il y a une continuité quand même, hein. Il y a le SPD, dont le nom ne bouge pas, et le KPD, qui est le Parti communiste. En 1919, les communistes qui sont mécontents des volontés réformistes du SPD, ces communistes vont lancer une révolution. C'est ce qu'on a appelé la révolution spartakiste. Il va y avoir une répression extrêmement sanglante. Les chefs du mouvement Spartacus, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, sont assassinés. Et on se retrouve donc finalement avec un SPD qui a affirmé sa prise de position au pouvoir, mais qui s'est définitivement éloigné, définitivement aliéné le soutien des communistes. Ça va être très important parce que dans les années 20, le premier parti d'Allemagne, c'est le SPD. Il va y avoir de grandes réformes sociales, notamment le passage à la journée de 8 heures, qui est très importante, hein, pour les ouvriers, mais aussi la mise en place de conventions collectives obligatoires, la mise en place de l'assurance chômage. Le problème, c'est que dans ces années 1920, entre autres raisons, il y a une crise économique extrêmement forte et qu'il y a le développement d'un nouveau parti, le NSDAP, hein, qui est le parti nazi. Et ce parti va finir par arriver au pouvoir en 1933. Alors, les nazis arrivent au pouvoir sans avoir réussi finalement à remporter avec une majorité absolue les élections. Mais en fait, comme il n'y avait pas d'alliance, et on peut le comprendre vu la situation entre le SPD et le KPD, hein, il faut faire attention à ça, à ne pas tout résumer à cette mésalliance entre les deux. En réalité, il y avait de véritables oppositions de principe entre les deux partis. Le parti nazi arrive au pouvoir et là, extrêmement vite, dès l'incendie du Reichstag en 1933, le parti communiste est interdit carrément. Et en mai, il n'y a plus de syndicats, donc ça fait qu'on laisse les syndicats de côté qui disparaissent. Et en juin, même le SPD est interdit. Tous les partis sont rapidement interdits, sauf le parti nazi. Et donc on se retrouve finalement dans cette période des années 30 puis des années 40, enfin de la Seconde Guerre mondiale, où les nazis sont entièrement au pouvoir et répriment avec une extrême violence toute opposition, qu'elle soit communiste ou socialiste ou même syndicaliste. Et on va avancer jusqu'en 1945, la séparation des deux Allemagnes, puisque on le sait, à partir de 1949, il y aura la création de l'Allemagne de l'Est et puis après de l'Allemagne de l'Ouest. Et donc, il va y avoir ici deux lectures différentes. On a en Allemagne de l'Est, pour dire les choses très simplement, une fusion qui a été obligatoire du SPD et du KPD, donc des socialistes et des communistes. Cette fusion, elle va conduire au Parti socialiste unifié d'Allemagne, le SED. Ça a l'air compliqué, mais vous voyez bien que si on suit dans l'ordre, normalement, on est bon. Le SED, ça va être le parti finalement unique, hein, qui va être autorisé en Allemagne de l'Est. Toutes les organisations syndicales sont alliées à ce parti. Il faut bien comprendre qu'il va y avoir très peu de réformes sociales, très peu d'avancées. Après une révolte en 1953, il y a eu et des grèves notamment à Berlin-Est, il va y avoir une répression très forte. Et surtout à partir de 1961, dans le Code du travail, il n'y a plus le droit de grève. Donc on se retrouve ici dans une situation extrêmement difficile. De l'autre côté, en Allemagne de l'Est, en Allemagne de l'Ouest, pardon, le SPD est recréé, reformé, même s'il avait continué d'exister après son interdiction, dès avril 1945. Et il va y avoir en 1949, donc on avance dans le temps, la création de la Confédération allemande des syndicats, ce qu'on appelle la DGB, qui en fait est
la principale centrale, donc qui regroupe des syndicats, la principale centrale syndicale de l'Allemagne de l'Ouest. Le KPD va être interdit en 1956 dans un contexte de guerre froide extrêmement marqué, et le SPD va progressivement abandonner ses références marxistes. On voit qu'il se rapproche du centre en s'éloignant de la gauche, là encore dans une lecture de guerre froide. Et il va y avoir là un personnage politique très important, Willy Brandt. Willy Brandt va devenir chancelier en 1969, il avait déjà fait partie du gouvernement, il fait partie du SPD, et c'est à lui que l'on doit l'Ostpolitik, le rapprochement, ce qui est assez logique dans la logique du SPD, le rapprochement progressif avec l'Est. L'Allemagne va finir par se réunifier justement après la chute du mur de Berlin en 1989. Le SPD reste un parti important, notamment jusqu'en 1998 où il remporte les élections législatives, enfin les élections les plus importantes en s'alliant aux Verts. Et c'est là que va arriver au pouvoir un personnage fondamental du début des années 2000, Gerhard Schröder, qui est donc du SPD, mais qui en fait, au cours de ses différents mandats, puisqu'il est réélu en 2002, va mener une politique de plus en plus libérale et donc s'éloignant de plus en plus de l'histoire traditionnelle du SPD. D'ailleurs, de 2005 à 2009, le SPD va faire partie d'un gouvernement d'alliance avec Angela Merkel qui prouve bien son recentrement politique. Pour terminer sur cette lecture chronologique, il faut citer en 2007 la création d'un parti. Le parti s'appelle Die Linke. Ce parti Die Linke, il est le fruit de la fusion d'un parti dont l'ancêtre était le SED. Vous vous souvenez, ce parti d'Allemagne de l'Est, mais qui, dans une Allemagne réunifiée, ne pouvait pas continuer à exister et qui s'appelait le Linkspartei. Donc on voit bien ici que finalement, l'extrême gauche allemande est en train de se réunir progressivement, tandis que le SPD a glissé vers le centre dans une logique de plus en plus libérale, où si les syndicats gardent un grand pouvoir, ils sont de moins en moins centraux. On passe maintenant à un dernier point, réussir l'épreuve, réussir cette fameuse épreuve du bac. Là, vous avez vu, je vous ai donné pas mal d'infos. Je vais essayer de remettre un peu les choses dans leur contexte global. Pour réussir l'épreuve, il ne faut surtout pas être réducteur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réduire un mouvement, que ce soit le socialisme, le communisme ou le syndicalisme, enfin, qui n'est pas vraiment un mouvement, qui est une organisation, à un aspect unique. Il faut bien avoir conscience de la complexité, de la variété des différents protagonistes de l'époque et donc essayer de bien montrer à quel point il peut y avoir des différences fondamentales et à quel point un seul fait n'est pas lié à une seule cause. Il faut toujours replacer les choses dans leur contexte, ça je le dirai à chaque fois et je le dirai toujours essayer de se remettre dans l'époque et pas avoir une lecture contemporaine de la situation. Enfin, il ne faut surtout pas être déterministe. Ça, c'est un petit point, notamment pour l'arrivée des nazis au pouvoir. Les nazis ne sont pas arrivés au pouvoir uniquement parce qu'il y a eu une crise en 1929. Les nazis ne sont pas arrivés au pouvoir uniquement parce que le SPD et le KPD n'ont pas réussi à s'allier. C'est beaucoup plus large que ça. Ça concerne la société allemande depuis le 19e siècle et même avant. Ça concerne l'Europe depuis le 19e siècle et même avant. Et donc, essayez de toujours montrer que vous avez conscience de cette diversité des causes, que vous avez conscience que le monde est plus compliqué que ce qu'on peut vous faire croire dans des articles un peu rapide. Enfin, gagner des points pour terminer cette vidéo un petit peu longue, mais parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Petit point sur les dernières élections fédérales très récentes. On voit bien qu'avec la troisième victoire du CDU, qui est le parti en fait d'Angela Merkel, le fameux parti de gauche dont je vous parlais, Die Linke, n'a fait que 8,6%. Et donc on voit bien qu'il y a dans la société allemande finalement aussi un recentrement qui est aussi lié à ce contexte d'Allemagne réunifiée. Ça, c'est un petit truc en plus que vous pouvez mettre en accroche au début ou en ouverture à la fin qui permet de montrer que vous avez conscience que ce sur quoi on vous fait réfléchir joue un rôle dans la société actuelle. Est-ce que c'est un sujet attendu? Oui, c'est un sujet qui fait partie des sujets qu'on attend, des sujets qui ont de fortes chances de tomber. Donc, je vous conseille de regarder, de re-regarder cette vidéo pour être sûr d'avoir toutes les infos en tête. Si le sujet tombe, en revanche, attention, petit point, il est très probable, d'après les informations de l'éducation nationale, qu'il ne tombera pas d'un seul coup, d'un seul bloc. Vous aurez ou alors socialisme, communisme et syndicalisme depuis la Seconde Guerre mondiale, ou vous l'aurez entre 1875 et la Seconde Guerre mondiale, parce que le sujet est très vaste. C'est pour ça que cette vidéo est un petit peu plus longue que ce que je vous avais annoncé. Donc voilà pour cette vidéo sur ce sujet un peu périlleux. Je pense qu'en la regardant une ou deux fois, en allant vérifier les petits noms que vous n'auriez pas compris ou que vous ne sauriez pas orthographier, vous devriez très bien vous en sortir. Je vous fais une confiance absolue.